Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour parler de tout ce Divisional Round qui s'annonce ce week-end, 4 matchs. Le principe est extrêmement simple, les 4 vainqueurs se retrouveront dans les 2 finales de conférence pour tenter d'accéder au 60e Super Bowl qui se déroulera dans la nuit du 8 au 9 février à Santa Clara, en Californie, dans le stade de notre cher Seb. Enfin, c'est pas le sien, hein. C'est celui des 49ers de San Francisco. Il ne possède pas encore le stade, pas encore, mais on m'a dit qu'avec les émoluments qu'il se faisait chez The Playoff, il était en train d'acheter brique par brique le stade. Mais c'est ce qu'on m'a dit. On va lui demander d'ailleurs, mon Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et tu as raison, en effet. Grâce à la somme colossale que me verse à intervalles réguliers The Playoff, je rachète petit à petit Levi's Stadium et j'ai calculé au rythme où je serai intégralement propriétaire du stade dans 2474 ans. Allez, on tient bon, on y est presque. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est demain, c'est quasiment demain. Bon, tout ça pour dire que oui, c'est le Divisional Round, autant dire les demi-finales de conférence. Plusieurs affiches, bien sûr, qu'on va passer au crible ce soir. Quelques invités surprises, hein, je dois dire en ce qui me concerne. Un en particulier, il y a une affiche qui m'intrigue beaucoup sur ce panel. On va revenir dessus dans quelques instants. Et avec nous aussi, mon Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Ça va bien. Je sais, il va me dire ça va bien. Non, ça va, tranquille. Ça va. Vous inquiétez pas, on va vous prévoir un podcast spécial. John Harbaugh arrive à New York pour que Yaya puisse exprimer toute sa joie de recevoir un entraîneur dont il nous a dit toute la saison que de toute façon il ne savait plus gagner en playoff. Donc bon, ça va être, voilà. Non, mais quel omni! Toute l'année nous a dit de toute façon les Ravens ils iront pas loin parce que John Harbaugh il a plus gagné un Super Bowl depuis 50 ans. Donc bon, c'est non. Donc bon bah on sait au moins que les Giants en gagneront pas dans les 20 prochaines années. C'est ça qui est bien. Non, alors on gagnera certainement avant les Saints, ça c'est une évidence. Je mettrai pas ma main à couper, mais allons-y quoi. On verra. Mais en tout cas, on fera un podcast spécial John Harbaugh, t'inquiète pas. Si tu veux, je peux me rendre disponible dans le week-end. Très bien, rends-toi disponible, c'est une bonne chose. Et comment ça va sinon à part ça? Bah, écoute, ça va très bien. J'attends quand même de voir les évolutions du côté de New York. Je sais qu'on n'a pas droit au bonheur, donc voilà. Ouais. Tant que Pendant que tu parlais de week-end, je rappelle à nos chers auditeurs que dimanche à 21h, nous commentons le match entre les Patriots et les Texans de Houston. Donc ce sera sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube à 20h45. Normalement, on devrait avoir notre Nathieu avec nous. On devrait avoir Steph de l'Afterfoot US aussi qui passera. On n'aura pas Waik, hein, il m'a confirmé qu'il ne serait pas en état de parler des Patriots. Mais peut-être qu'on l'appellera s'ils perdent, pour qu'on ait une réaction à chaud, histoire de voir comment ça se déroulera. Je suis pas sûr qu'il nous réponde. Enfin, tout ça pour pas qu'on l'appelle. Voilà, tout ça pour pas qu'on l'appelle. Et aujourd'hui, vous n'aurez pas non plus dans ce podcast de recettes de chili de bison, hein, puisque Vince n'est pas avec nous. Il est en train de préparer un loto. Il est en train de tripoter des boules pour qu'elles soient bien chaudes pour dimanche son loto de club, puisque et ça c'est une vraie info. Hein, il a un loto. Oui, si vous êtes dans les coins, si vous êtes dans le coin, oui, c'est 2 € le carton. 80 € le carton et 10 € les. Et l'avantage, c'est DVD à gagner. Ah non, mais vous rigolez. Une tonnelle de jardin. Mais non, un foot job. C'est le foot job de Vince. Et comment j'y ai pas pensé? Oh là là, je vieillis. Tu vois, c'est un travail d'humour, tu vois, c'est un travail. Tu vois, vous non, croyez pas, mais voilà. En tout cas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à ne pas y aller, bien évidemment. On commence donc par dans l'ordre. Eh ben, on va commencer avec les Broncos. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien, les Broncos qui reçoivent les Bills de Buffalo. Un match, alors,
qui se déroule à Denver, puisqu'ils sont first seed. Ils sortent de leur semaine de repos. Ils accueillent des Bills qui ont dû aller batailler chez Jacksonville. Buffalo qui va avoir la particularité dans ses playoffs de devoir jouer de toute façon, quoi qu'il arrive, tous ses matchs à l'extérieur, Seb. Effectivement, Buffalo qui va devoir jouer tous ses matchs à l'extérieur, c'est ce qu'il en coûte de ne pas gagner sa division, et c'est jusqu'ici leur kryptonite, du moins sous l'ère McDermott. Eh bien, les Bills ont peut-être trouvé l'antidote, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils ont remporté leur match la semaine dernière, match qu'ils ont remporté à l'extérieur. Première victoire en playoff sur la route sous l'ère Sean McDermott, après une série quand même de 8 défaites. C'est pas rien. Alors, est-ce règle, on va en savoir un petit peu plus certainement ce week-end. Un match-up quand même là, très très intéressant, puisque on va se retrouver face à une défense de Denver qui est particulièrement féroce, en particulier contre la passe, mais qui est aussi solide contre le sol. Et justement, moi, la question que je me pose, c'est du côté de Buffalo, est-ce qu'ils peuvent gagner si la production au sol est médiocre? Alors attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, le jeu au sol de Buffalo, il est très bon. Ils ont dans leur backfield un des meilleurs running backs de la ligue avec James Cook, mais contre Jacksonville, excellente défense au sol, ça n'a pas gazé si bien que ça, et Buffalo l'a emporté grâce à des jeux réussis au bon moment par sa défense, et notamment l'interception de Cole Bishop. Si la défense de Denver est à la hauteur, fait des stops et garde Allen hors du terrain, parce que ça aussi c'est un facteur, ça sent pas très bon pour les Bills. On sait qu'on a. T'avais fini, mon Seb? Oui, t'avais fini. Oui, je t'en prie. On sait qu'on a une très très bonne défense du côté de Denver. C'est la deuxième meilleure défense contre la course, contre, tu l'as dit, Seb, la meilleure attaque au sol de cette ligue, à savoir les Bills de Buffalo. Est-ce que Yaya, la clé, ce serait pas finalement pour les Broncos de réussir à installer à leur tour, eux, un jeu au sol, parce que la défense des Bills est en grande difficulté contre la course. S'ils arrivent à avoir un jeu au sol efficace et donc à contrôler le chronomètre, est-ce qu'ils n'auront pas déjà fait une grosse partie du chemin? J'ai envie de dire, c'est une la palissade. Le ball control du match, garder les Bills l'attaque des Bills le plus longtemps sur le bord de touche, c'est la clé du match. On a une grosse défense effectivement du côté de Denver. D'ailleurs, je te rappelle que le Defensive Player of the Year, c'est n'importe lequel. Oui, tant qu'il est en orange, c'est bon. Voilà. Donc, mais après, effectivement, avec notamment c'est Bonito, Nick Bonito, qui a 14 sacs. Le but, ça va être mettre de la pression effectivement sur Josh Allen, forcer les free and out au maximum pour récupérer la balle et après contrôler effectivement le tempo, que Bonix n'ait besoin de lancer le moins possible, pas parce qu'on n'a pas confiance en lui, mais pour garder et puis parce que la défense en face des Bills à la passe, par contre, c'est la meilleure de toute la ligue. Oui, et ils sont fait marcher dessus sur le jeu au sol de Jacksonville. Alors, ils avaient des bons joueurs, et ils ont des bons running backs du côté de Jacksonville, mais c'est pas non plus des foudres de guerre. Donc là, l'objectif, ça va être effectivement de pilonner. On a vu que sur des jeux en débordement, il y avait la possibilité de passer Buffalo. Ça va être la clé du match. L'attaque de Buffalo sur le côté. Le jeu au sol du côté de Denver, c'est ça qui va être le plus important, parce que on sait que Josh Allen, dès quand il est sur le terrain, il est capable d'enfiler sa cape de Superman et d'avancer. Alors, est-ce que gagner ce premier match à l'extérieur, en playoff, ça va débloquer quelque chose? Peut-être, mais il y en a quand même beaucoup à aller chercher quand même de matchs. Ah là, il y en a 3 de suite, ouais. Bon, Seb. Alors, c'est intéressant ce que dit Yaya.
Je souligne parce que c'est pas souvent. Euh, C'est euh, rare, mais en parlant Quand Vince n'est pas là, ça c'est va. rare, donc Quand Vince n'est pas là, je suis on en profite, meilleur hein. dans mes analyses. Il m'embête. Pour parler du jeu au sol des Broncos, il va être une clé. Alors certes, la défense contre le sol de Buffalo et pas franchement pour parler par euphémisme. Du côté du jeu au sol de Denver, c'est quand même moyen. Ils sont 16e de la ligue, 118,7 yards de moyenne par match, et c'est même tombé à 108,5 yards par match lors des 4 dernières semaines. Et leurs 3 défaites à Denver, elles sont survenues alors qu'ils ont couru moins de 120 yards dans le match. Donc, s'ils ne peuvent pas courir la balle, il y a déjà statistiquement quelque chose qui joue contre eux, mais surtout, s'ils ne peuvent pas courir, il va falloir s'en remettre à Bonix. Et là, quelle version de Bonix on va avoir est-ce que ça va être celui qui lance 302 yards et 4 touchdowns contre les Packers ou celui qui plafonne à 182 yards contre Kansas City? Ouais, mais Seb, ça vient de ça. Pourquoi? Avec la blessure de J.K. Dobbins. Maintenant, Oui, tu t'en remets. Mais le problème, il est là. C'est est-ce qu'ils ont la profondeur? Parce que en running back, ils ont R.J. Harvey, ils ont Jaleel McLaughlin, Tyler Badie, mais c'est pas non plus les noms les plus ronflants de toute la NFL. Hein. En face, on parle de James Cook et de Josh Allen qui courent. Hein, tu vois, oui, bien entendu. Mais en fait, ça va être la capacité à mettre ces running backs et à les faire travailler, à trouver des schémas pour les mettre dans des zones de confort pour pouvoir passer effectivement cette fameuse stat de plus de 120 yards. Avec tout le respect que je dois à R.J. Harvey, quand tu compares avec Travis Etienne et Bayel Schulteten de la semaine dernière, c'est quand même pas le même acabit non plus, tu vois. Après, une des clés, ça peut être aussi de faire courir Bonix. On a vu que ces dernières semaines, notamment en red zone, il prenait de plus en plus de ballons et il essayait de plus en plus de courir. Est-ce qu'on peut pas avoir là un chemin de développement qui de quoi? Tu vas le fatiguer à force. Oui, en même temps, il va pas arriver au Super Bowl sans s'être fatigué. Non, c'est pas ça. Sur le match, ça veut dire que il va perdre si tu le fais courir beaucoup trop tôt dans le match. Non, moi je te parlais en red zone surtout, tu vois. T'arrives en red zone et au lieu d'envoyer 3 fois comme une brute R.J. Harvey au touchdown, tu tentes une course en débordement de Bonix ou quelque chose comme ça. Ça peut varier le jeu et donner après des possibilités aux autres coureurs. Oui, mais ça peut être une vraie clé de jeu pour une raison, parce que Bonix, il y a une chose aussi sur laquelle il est très bon, c'est compléter des passes quand il est hors de sa poche, quand il déborde. 80 passes complétées la saison dernière, il n'y a personne d'autre en NFL qui a fait autant. Donc, jouer sur une menace au sol et sur des passes en débordement, ça peut être une vraie clé sur des jeux cruciaux. Ouais, ça peut être intéressant. La saison dernière, on s'en rappelle, il y avait déjà eu un Buffalo-Denver en playoff. C'était au premier tour de playoff, c'était à Buffalo, cette fois. Une victoire 31-7 des Bills de Buffalo. Ça avait même commencé sur un touchdown des Broncos dès les premières secondes, si je me souviens bien. C'était peut-être même dès le kick-off return. Hein. Je me avait eu 2-3 jours peut-être. Très tôt, ouais. Il y avait eu un touchdown très tôt. On avait eu un 7-0 et après, ils avaient pris 31 points d'affilée. C'est ça. Voilà, on avait eu un Vince extatique et puis il s'est calmé un peu. Il s'était éteint assez rapidement. Ouais, il s'est éteint assez vite. Ouais. Il y a justement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Ça va être l'expérience. Ça va être seulement le deuxième match en playoff de Denver face à Buffalo. Ouais, non, mais c'était justement ma question. C'était est-ce que ce match-là de l'an dernier peut encore en partie trotter dans les têtes parce qu'il y a des joueurs qui sont les mêmes, et surtout est-ce que l'expérience de Buffalo, qui est quand même beaucoup plus grande en playoffs, c'est l'équipe en AFC qui est la plus expérimentée dans ces playoffs cette année. Est-ce que ça peut vraiment jouer pour toi, Yaya, notamment si le match est serré? Est-ce que ça peut faire basculer le match à l'expérience? Alors oui, et j'en parle souvent, c'est-à-dire que quand il y a une équipe qui doit montrer, il faut montrer que tu es capable de prendre ces matchs, justement. Donc c'est là où Denver doit montrer qu'ils ont ce qu'il faut. L'expérience, tu l'as dit, est du côté de Buffalo, mais ils ont surtout l'expérience de ranger leurs affaires et de prendre l'avion le plus vite possible pour rentrer à la maison. On l'a dit aussi. Donc
Ils ont l'expérience, surtout Josh Allen, mais ils ont surtout l'expérience. Ils n'ont pas de victoire référence à l'extérieur. Ils en ont eu qu'une. Donc, tu vois, il y a aussi ce facteur à prendre en compte. Ils seront pas déstabilisés par le froid. Par contre, en revanche, il y aura l'altitude. Ils ont l'habitude. Mais pour moi, du coup, si tu veux, du côté de, il y a un gros avantage du côté de Denver, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire. C'est Sean Payton. Le niveau expérience, il se pose là, lui. Oui, il sait comment mener un vestiaire, il sait comment motiver les gars, il sait comment préparer ce genre de match. L'année dernière, en fait, ils ont mis le premier orteil dans la piscine. Maintenant, on rentre et ils doivent montrer que c'est pas un accident le farcide et de pas faire une D3 l'année dernière. Pour info, juste info météo, hein, il devrait faire plutôt beau à Denver et il fera aux alentours de 4-5 degrés pendant le match ce samedi soir. On rappelle, je sais, à 22h30. 22h30, hein. Je sais plus si c'est 22h30 ou 22. 30. Attends, 22h30. Je crois que je l'ai sous les yeux. 4h30. 22h30. 4h30 Eastern Time. Très bien. Tu avais quelque chose à ajouter, Seb, sur l'expérience ou pas? Alors, sur l'expérience, je pense que tout a été dit. Effectivement, il faut que Denver doit prouver qu'ils peuvent passer un palier sur ce match. Deux petits facteurs aussi qui peuvent jouer, à mon avis. Le premier, on l'a brièvement évoqué, c'est l'altitude. Le fait de jouer à Mile High, c'est jamais très très facile pour l'équipe qui visite. Et puis, il y a aussi le fait que d'une part, tu as une équipe qui a eu une semaine complète de repos et l'autre qui arrive sur une semaine courte de repos. Et on va voir comment ça va jouer sur les organismes respectifs. Une semaine de repos complète, même 2 semaines de repos pour Denver, c'est du luxe, mais tu peux aussi casser quelque chose dans l'élan de ton équipe. Mais ça peut mettre du temps il y a des approches, voilà, ouais, à se lancer. C'est assez intéressant comme configuration. Petit prono, comme d'habitude, Denver ou Buffalo. Je vous sers quoi, les amis? On commence par toi, mon Yaya. Denver, Buffalo. Buffalo. Denver, Denver plus. Ah non, mais t'avais eu un choix entre deux, en fait. C'était pas complexe. Ouais, non, c'est parce que je pensais à autre chose. Non, moi, prime au domicile. Je mets Denver de 5 points. Non, t'as pas demandé l'écart, on t'a demandé Denver ou Buffalo. Oui, écoute, excuse-moi d'avoir un peu de panache. Et ben voilà, en parlant de panache, on aura un nouveau podcast Paris Sportif avec notre ami Wake qui sortira samedi matin. Donc vous aurez plein d'idées de marqueurs de touchdown, de totaux de points, de vainqueurs d'équipe, de performances de joueurs. Bref, ça sortira samedi matin si vous voulez parier sur tout ce divisional round. Mon cher Seb, alors il n'y a que 2 équipes. Hein. Je te laisse le choix entre 2, Denver ou Buffalo. C'est tout ? Choisis la bonne. Je croyais que c'était un match à 4. Moi, alors attends, déjà, j'essaie de penser au podcast, tu vois, à ce que je suis en train de faire et pas autre chose pour donner une réponse hors sensée, je sais pas, mais non, compliqué. Comme je disais, Denver a besoin de passer une étape, mais Buffalo a quand même une expérience. Ça sera serré. Je vais vers les Bills avec un petit écart parce qu'il y a Josh Allen et tant qu'il y a Josh Allen, une fois de plus, tous les espoirs sont permis. Ouais, mais il y a McDermott. Non, et tout de suite, quoi. Voilà. Non, mais aujourd'hui, il y a pas mal de postes qui sont vacants, mais Buffalo, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils vont pas le virer maintenant. C'est les playoffs. C'est les playoffs, mon petit. Faut réfléchir. Et puis même s'il se fait virer, même s'il se fait sortir là, il se serait fait sortir au premier tour. Bon, on aurait pu discuter. Là, il va pas se faire sortir s'ils se font battre par le first seed. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Même pas la peine d'y croire. En parlant de first seed, on va aller un peu plus à l'ouest. Oui, voilà, c'est ça. Du côté de Seattle, j'ai eu du mal. Du côté des Seahawks de Seattle, qui reçoivent
Et ben qui reçoivent qui? Les 49ers de San Francisco. C'est Ça la fera juste géographie. troisième fois. Wow. Ça fera juste la 3e fois de la saison qui se rencontrent les deux équipes. On va commencer par Yaya parce que Seb il va nous faire une longue présentation comme c'est son équipe. Est-ce que le facteur division, le facteur équipe qui se connaissent très bien, on l'a vu la semaine dernière avec Chicago et Green Bay, est-ce que pour toi ça a une importance capitale dans un match de play-off? Dans un match de play-off, oui, quand même, parce qu'il y a une grosse rivalité entre les deux équipes. Donc, forcément, ça se déteste. C'est une question de domination. Déjà, le foot, c'est un sport de domination. Et que les deux se rencontrent à ce stade, je pense que les Niners, gagner du côté de Seattle, je pense qu'ils font le tour du stade et les supporters aussi pendant je ne sais pas combien de temps. Donc oui, ça joue parce qu'il y a une vraie rivalité et on sait que c'est très important dans ce sport, les rivalités. On se déteste fortement, donc mais d'un autre côté, c'est un match de play-off. Donc c'est do or die. Ça veut dire que si tu perds, tu rentres à la maison et ça donne une dramaturgie au match qui n'est pas qui est pas neutre. Surtout que on sait que du côté de Seattle, le quarterback, il a approuvé sur ce match. Il a beaucoup à perdre. Il a plus à perdre qu'à gagner. Parce que s'il gagne, c'est normal. Face à une équipe de San Francisco qui est décimée, le Levi's Stadium de Santa Clara, c'est depuis qu'ils sont là-bas, à croire que c'était sur un cimetière indien, c'est comme le MetLife. T'as vu qu'il y avait une théorie là-dessus? Oui, il y a une théorie. Une théorie là-dessus, sur l'entreprise voisine du Levi's Stadium. Enfin bon, on vous détaillera ça. Nathu, elle n'a pas fait une vidéo là-dessus? Je vais lui dire d'aller faire une vidéo là-dessus. Nathu, si Voilà. tu nous écoutes, fais une vidéo sur la théorie du Levi's Stadium, histoire que comme ça Mais tout le monde soit au courant. Mais après, on a surtout des Seahawks qui ont. Alors, entre les deux, c'est une victoire, une défaite chacun. Et la victoire des Niners, c'était à la première journée. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est notamment passé la semaine 18. Ah oui. Oui. Ah oui. Je sais pas si elle va être si révélatrice que ça. Justement, moi, j'attends l'avis de Seb, mais pour moi, elle n'est pas si révélatrice que ça. Est-ce que la semaine 18, parce qu'il faut quand même rappeler le contexte, en semaine 18, les Seahawks reçoivent les 49ers pour un match qui décide de qui aura le first seed. C'est les Seahawks qui s'imposent 13-3 dans un match extrêmement défensif. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Seahawks remettent le couvert, retentent la même chose pour gêner les 49ers ce samedi soir, enfin ce dimanche matin en France? Il est évident que Seattle va vouloir insister au sol parce que ça a été la clé de leur victoire contre San Francisco avec un total combiné de 173 yards. Non, pardon. Je me suis perdu dans mes chiffres. Voilà, de 171 yards plutôt. La paire Charbonnet-Walker. Ils ont exploité cette faiblesse criante de la défense de San Francisco. Après, oui, entre la première et la 13e semaine, du côté des Niners, il y a quand même eu 2-3 blessures qui sont quand même pas étrangères à ce qui s'est passé. Il faut noter quelque chose, c'est que San Francisco, en 18e semaine, San Francisco ne réussit pas beaucoup à Seattle parce que il n'y a que 2 matchs de toute la saison des Niners dans lesquels une équipe avec un bilan positif a marqué 13 points ou moins, et les 2 fois, c'est Seattle. Et puis, Yannick parlait du quarterback, Sam Darnold, effectivement, il a beaucoup à prouver. On sait qu'il a déjà beaucoup de mal dans les matchs à enjeu.
Et une fois de plus, contre les 49ers en cours de saison, il a eu du mal également. Moins de 200 yards à la passe pour lui lors des 2 matchs. Il a lancé exactement 0 touchdown. Il ne faut pas non plus oublier que Darnold, il est responsable de 20 pertes de balles pour son club cette saison, sur 28, je crois, au total. Ça fait beaucoup de facteurs dans un match comme ça, à grand enjeu et à grosse pression, qui peuvent jouer contre lui. Du côté de San Francisco, ce qu'il va falloir voir, c'est comment l'attaque va se comporter en l'absence de George Kittle, puisque pour lui, la saison est terminée et peut-être même la saison suivante, mais on enregistre le retour de Ricky Pearsall, qui peut être un gros facteur sur le jeu aérien. Du côté du jeu au sol, c'est mitigé. Ça a vraiment pas très bien marché contre Seattle il y a 2 semaines. On verra ce que l'on aura. La défense des Seahawks est quand même très très bonne au sol aussi. C'est particulièrement féroce, cette défense. C'est la 3e au sol de la ligue. Ils ont limité les Niners à 173 total yards lors de la semaine 18. 173 total yards alors que George Kittle était présent. Ça aussi, c'est un facteur qu'il va falloir. Alors, peut-être la bonne nouvelle pour vous, alors je sais parce que j'en ai parlé dans l'analyse Paris Sportif qui a été publiée sur The Playoff jeudi. La bonne nouvelle pour les 49ers, c'est que généralement quand George Kittle est absent, son remplaçant, Jake Tonges, est quand même plutôt performant. Il réussit plutôt bien. Sur les 4 dernières fois où George Kittle n'a pas pu jouer, il a cumulé entre 50 et 70 yards quasiment. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi, je vais pas dire s'améliorer quand George Kittle est pas là, mais forcément il prend plus de place. Mais c'est pas quelqu'un qui déçoit non, il sait répondre ce rôle-là. Il sait répondre présent quand on a besoin de lui, et c'est plutôt une bonne chose. Alors on va pas dire que la blessure de George Kittle est une bonne nouvelle, c'est loin d'être le cas, mais c'est plutôt une bonne chose d'avoir un remplaçant sur qui tu sais et sur qui Brock Purdy sait qu'il peut compter aussi. Et donc tout cet ensemble, en fait, ça nous donne presque un match qui va peut-être pas avoir la même physionomie qu'il y a 2 semaines en semaine 18. Bon, moi, vous doutez de quel côté mon cœur balance quand vous allez me demander mon pronostic. On t'en voudra pas. Oui, merci pour ton indulgence, Flav. Mais on a effectivement là deux meilleurs ennemis qui se retrouvent face à face. Ouais. Il faut quand même resignaler, parce qu'on le dit sans doute pas assez, mais la prédominance de la NFC West cette année, qui classe quand même 3 clubs sur le Divisional Round, donc 3 clubs sur 4 viennent de la NFC West. C'est quand même une sacrée performance. 3 clubs dont le first seed. Dont le first seed, voilà, c'est quand même. C'est-à-dire que déjà il y a un paillasson dans cette division. Oui, enfin, je connais d'autres divisions, il y a d'autres paillassons. La NFC Sud au hasard ne sort pas 3 qualifiés. Non, je pensais en NFC Est aussi, il y a un paillasson. Mais pourtant, ils n'en qualifient pas 3. Mais ça va changer, ça va changer. Moi, je te dis que ça va changer. Juste bye Eagle à bye. Voilà. On les a battus. Je m'en fous. On les a battus. Ah oui, d'accord, en saison régulière. Alors, et tu sais quoi? Je vais dire un truc. Nous aussi, on les a battus, mais à ce moment-là, ça comptait. Et c'est quoi? Nous, ça nous a coûté aussi, parce que du coup, on a un plus mauvais seed, mais on les a embêtés. Donc, moi, tu sais, ça me va. Alors tiens, petite information, Fred Warner qui est revenu à l'entraînement, qui aujourd'hui ne s'est pas entraîné, n'a pas travaillé aujourd'hui à l'entraînement. Non, mais de toute façon, il est bloqué jusqu'au 25. Oui. Mais non, mais pour dire que son retour est pas non plus forcément imminent. Les amis, comme d'habitude, tour des pronostics. Bon, Seb, je te pose la question quand même. Forme, oui. C'est pas ce qu'il faut, parce que sinon on va dire que si jamais les Seahawks se gagnent, on va dire oui, mais t'avais pas demandé à Seb ce qu'il en pensait, donc je t'écoute. Je pense pas avoir ce poids sur le sort de la rencontre, en toute modestie. San Francisco, évidemment. Mon Yaya. Pareil. San Francisco aussi. Mais toi, c'est parce que tu crois pas en Sam Darnold.
Il y a ça, et en fait, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est l'expérience. Oui, ça aussi. Ils sont pas allés en finale de conf depuis 2014, nos amis de Seattle. Oui, ça Donc, remonte un peu. les Niners, eux, ils visent leur 4e en 5 ans. Oh là là, 4e en 5 ans. Finalement, la dynastie, c'est les 49ers, en fait. Faut gagner des Super Bowls quand même. Oui, j'ai essayé de Le lancer une lance pas, perche le à lance Seb, pas il n'avait pas. là-dessus, genre. Bon, on passe au dimanche, au match de dimanche que l'on commentera donc sur Twitch, le match entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Texans de Houston. Un match entre deux équipes, mon Seb, qui finalement ont construit leur succès lors du premier tour de playoff sur leur défense. Les Texans qui, eux, ont limité les Steelers à 6 points, mais en plus ont marqué 2 touchdowns défensifs, avec Sheldon Rankins, que je salue, l'ancien des Saints de Nouvelle-Orléans, et sur un pick six en fin de match. Donc 2 touchdowns défensifs pour les Texans, parce que c'est un peu en trompe-l'œil, on se dit, ah oui, ils ont marqué 30 points. Oui, d'accord, ils ont marqué 30 points, mais avec 2 touchdowns défensifs quand même. Hein. Donc bon, faut quand même remettre l'église au centre du village. Et les Patriots qui, eux, ont limité les Chargers à 3 petits points la semaine dernière. C'est donc 2 équipes qui se sont reposées sur leur défense. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à un duel extrêmement défensif entre les Patriots et les Texans? Il y a des chances que ce soit ce qui nous attend. Tu On va as parlé de la s'amuser. défense de... C'est Ah éclaté. non, ça peut. Il peut se passer beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est l'affiche, moi, qui m'intrigue vraiment sur le plus pur plan footballistique. La force de Houston, tu l'as dit, c'est sa défense. Elle est première en nombre dans le plus petit nombre de yards concédés, plus exactement, et première en scoring. Ils ont un très très bon pass rush avec Daniel Hunter et Will Anderson Jr. Et c'est un pass rush qui pourrait quand même secouer Drake May, qui, rappelons-le, a commis 2 fumbles contre les Chargers. Il dispose également d'un très bon backfield avec Derek Stingley Jr., Kamari Lassiter et Jalen Pitre. Du côté de New England, leur force, c'est leur attaque aérienne. 4e en yard, Drake May a 72% de réussite, plus de 4 milliards de lancers, 4394, 31 touchdowns et 8 interceptions. Ils ont un receveur à plus de milliards avec Stephon Diggs. Donc il y a cette confrontation qui va être particulièrement intéressante. Drake May n'a jamais affronté une défense qui fasse partie du top 5 cette saison. Donc moi, je suis vraiment curieux de voir ce que ce jeune homme, qui est quand même dans les petits papiers du comité qui va voter le MVP, comment il va se comporter face à ce qui est une des meilleures défenses, peut-être même la meilleure défense de la ligue. Et puis du côté des facteurs X, ou de ce qui pourrait jouer contre l'une ou l'autre équipe, moi j'ai un petit doute quand même sur la capacité de CJ Stroud pour Houston à lire la défense de New England. Faut se rappeler que Mike Vrabel a fait complètement paniquer Justin Herbert la semaine dernière. Moi je pense que la semaine dernière, Justin Herbert, pendant tout le match, il a eu 2 pensées à l'esprit pendant tout le match. La première, c'est qu'est-ce que c'est que ce schéma de couverture? Et la deuxième, c'est je vais me faire frapper. Oui, je pense que sa pensée numéro 1, c'était comment je survis. Voilà, numéro 3, voilà, c'est le corollaire en fait des 2 autres. C'est comment c'est le coronaire même. Et Vrabel a quand même réussi à sacrément déstabiliser, à faire paniquer Justin Herbert. CJ Stroud contre Pittsburgh la semaine dernière, même pas la semaine dernière, là, cette semaine, lundi, il a commis 5 fumbles. Et il a pris 3 sacs, si je dis pas de bêtises. Il a pris 3 sacs, et l'attaque de Houston n'a jamais marqué plus de 20 points à l'extérieur cette saison. Quand en plus, on sait que cette équipe, elle est privée de Nico Collins, on peut quand même se poser des questions sur les moyens qu'ils vont pouvoir déployer contre New England. Hein. Oui, justement, quels sont ces moyens, mon cher Yaya? Le papa. Pas le papa Pangua, mais Dalton Schultz.
on sait que c'est depuis son arrivée dans la ligue de CJ Stroud, c'est Dalton Schultz qui est toujours là pour lui donner des solutions. Après, il va falloir qu'effectivement les receveurs step up et il va falloir que Woody Marks step up aussi. Donc en fait, je pense que ça va être surtout pas faire de bêtises en attaque, pas perdre le ballon, prendre soin du ballon, avancer, contrôler le rythme. Et après, ça va être une guerre de tranchées. Alors, je pense que ça va être un match, tu l'as dit, défensif, avec des équipes qui vont vouloir limiter absolument les pertes de balles. Et il n'y aura peut-être pas de grandes envolées, mais les équipes risquent d'être, comment dire, très, très agressives. Et au bout, je pense que le match se décidera vraiment dans le 4e quart-temps parce que les défenses vont être très fatiguées, parce qu'elles auront beaucoup bossé sur le match. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du pass rush, à raison, hein, on parle beaucoup du pass rush des Houston Texans, mais celui des Patriots, c'est loin d'être ridicule, et la ligne offensive des Texans, par moment cette saison, elle a quand même posé question. Hein. Je me rappelle en début d'année, vous vous souvenez du nombre de fois où CJ Stroud se faisait frapper, on se posait quand même quelques questions sur la ligne. Quoi. Et là, contre les Steelers, qui cette année ont pas le meilleur des pass rush, il se fait quand même sacrément harceler. Moi, j'ai un peu peur que CJ Stroud finisse un peu comme Justin Herbert la semaine dernière. Hein. Et puis surtout, c'est qu'il y a 2 jours d'écart de repos. Et il y a un jour. C'était pas. Ils ont joué dans la nuit de dimanche à lundi, les Patriots. Oui, et lundi à donc il y a eu une journée. Il y a 24 heures, mais effectivement, il y a un déplacement, il y a tout ça en plus, oui, c'est sûr. Ouais, et c'est pas anodin. Hein, donc, non. Et puis, c'est une équipe qui est habituée de jouer dans un dôme, hein, les Texans, et qui va se retrouver à Foxborough. Enfin, ils ont joué à Pittsburgh la semaine dernière. Oui, bien sûr, mais leur résidence, c'est pas l'extérieur et le nord des États-Unis, quoi. CJ Stroud, il a fait sa fac à Ohio State. Ouais. Donc, tu vois, pour moi, l'une des pièces maîtresses dans ce match-là, l'un des joueurs à vraiment surveiller, ça va être Ramondre Stevenson. Je trouve qu'il a repris une dimension ces dernières semaines, et que ce soit dans le jeu de course où j'ai l'impression que l'éclosion de Treveyon Anderson lui enlève un certain poids dans le jeu de course. Il est utilisé beaucoup plus aussi en réception maintenant sur des jeux de passe courtes. Et Ramondre Stevenson, c'est vraiment, à mon avis, l'un des joueurs qui peut faire la différence dans cette défense-là, avec des solutions de passe très courtes pour Drake May, pour se débarrasser rapidement du ballon, pour éviter le pass rush des Texans et gagner derrière des yards à la course sur sa vitesse. À mon avis, ça peut être une des clés pour les Patriots pour faire sauter la défense texane, parce que de toute façon, tu l'as dit, hein, c'est un peu moins de 20 points de moyenne pour les Texans à l'extérieur. C'est une équipe qui marque assez peu à l'extérieur. Si les Texans se savent, hein, s'ils veulent avoir une chance de gagner, il faut pas que les Patriots mettent 30 points. Hein. Sinon, c'est quasi mort dans l'œuf. Donc, il faut les enfermer dans un registre de match défensif. C'est quasi obligatoire. Hein. Ils pourront pas courir par le score. Non. Parce que ils ont pas le... Même si Nico Collins c'est questionable, mais c'est une promotion. Hein, c'est une promotion. Très peu de chances de jouer. Hein. Voilà. Il est même plus doubtful que questionable. Hein. Pour l'instant, il est questionable. Oui. Ça veut dire que, tu vois, son go-to guy, il est pas là pour faire des big plays. Non, c'est sûr que ça va. Et c'est pas le jeu au sol qui fait des grands exploits. C'est sûr que ça fait pas des ravages du côté des Houston. Après, ça dépend. Le jeu au sol, il a été bon contre Pittsburgh. Hein. Il y a Woody Marks qui court plus de 100 yards, 112 yards, je crois, contre 14. Mais c'est vrai que le corps des receveurs, il est là, il est vraiment, il est mal. Il est mal. Il reste Christian Fay qui a fait un bon match aussi contre Pittsburgh, parce qu'il risque de se sentir un petit peu seul. Hein.
Ouais. Et Stephen Diggs qui retrouve une ancienne équipe, mine de rien, puisqu'il a évolué l'an dernier chez les Texans de Houston. Alors c'était juste un an, hein, mais quand même, il retrouve des anciens coéquipiers. Est-ce que, dernière question sur Houston, mon Yaya, Oui. ces 2 dernières saisons, ils ont perdu à ce niveau-là, au Divisional Round. Ça faisait 2 ans de suite qu'ils arrivent enfin là, c'est la 3e année de suite où ils arrivent jusqu'à ce stade. Les 2 dernières fois, ils ont perdu. Est-ce que s'ils perdent une 3e fois, on pourra commencer à parler de vrais plafonds de verre pour les Texans? Mais c'est surtout que ça progresse pas. Ils ont fait une première année Cendrillon il y a maintenant 3 saisons. L'année dernière, il y a eu la confirmation, ça a été un peu plus compliqué. Cette année, ils n'ont même pas gagné leur division. Donc, j'ai envie de te dire, là, oui, sachant que c'est quasiment eux, avec les Bills, qui ont le plus d'expérience, il doit, encore une fois, gagner son match à domicile. Les autres années, ils l'ont fait. Cette année, ils ont gagné à l'extérieur. Il va falloir maintenant montrer et aller gagner à l'extérieur. Donc, ce qui manquait les autres années. Pendant que tu parles d'extérieur et de domicile, il faut rappeler que si les Texans se qualifient et que les Bills se qualifient, la finale de conférence aura lieu à Houston, hein, qui est tête de série numéro 5. Alors, Donc juste devant les Bills. Ça va faire très très longtemps qu'il n'y a pas eu Une finale de conf à Houston. Non, une finale de conf entre un 5 et un 6. Ah, entre un 5 et un 6, oui. Mais bon, ça peut arriver. C'est pour ça que les Bills, eux, sont assurés de tout jouer à l'extérieur. Par contre, les Texans ont encore une petite chance de pouvoir jouer un match de playoff. Ça peut être ultra motivant. Et encore une fois, il y a le côté expérience. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Oui, parce que paradoxalement, c'est les Texans qui ont plus d'expérience que les Patriots. Oui, c'est un nouveau groupe. Ils étaient en reconstruction. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils aillent en playoff, mais pas aller aussi haut et pas gagner la division? On pensait que, mais le fait que Buffalo sous-performe cette année fait qu'ils ont gagné leur place. Et ça reste une place forte de la NFL et ça le restera. Houston doit faire un statement en disant c'est moi, maintenant c'est nous les nouveaux shérifs dans l'AFC, quoi. D'ailleurs, les shérifs au Texas en plus, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je réfléchis en même temps, ça m'arrive. Je dis l'expérience, c'est plutôt pour les Texans, mais parce que ces dernières années, ils sont plus allés en playoff que les Patriots. Mais au final, c'est parce qu'il y a une si grande différence, parce qu'on a quand même un Mike Vrabel qui en a de l'expérience. On a quand même un Stephen Diggs qui connaît bien les playoffs. On a quand même Hunter Henry qui est un joueur aussi qui a une petite expérience aussi. Bref, dans l'effectif des Patriots, si on enlève Drake May, Trevelyan Anderson, il y a quand même des joueurs qui savent ce que c'est que les playoffs. Pas Stevenson. Hein, non, j'ai pas parlé de Stevenson. Oui, en effet. Et est-ce que ça va suffire à avoir ce groupe nouveau et puis ce club qui s'est sans doute passé plus vite qu'on ne le pensait? Est-ce que effectivement ça va les permettre de s'imposer comme l'une des nouvelles têtes de pont de l'AFC, si ce n'est déjà fait? Une petite précision au sujet des Texans. Les Texans, ils n'ont jamais passé le divisional dans toute leur histoire. Leur première participation en playoff, c'est en 2011, et déjà cette année-là, cette saison-là, ils perdent le divisional. Ils ne sont jamais allés plus haut. Je pense d'ailleurs que les fans des Texans ne savent pas qu'il se passe quelque chose après le divisional round, à mon avis. Mais effectivement, du côté des Patriots, est-ce que ce mix d'un entraîneur très, très, très expérimenté et d'un groupe de joueurs qui commence vraiment à constituer un véritable noyau qui se connaît et avec qui l'alchimie a l'air de bien se passer, est-ce que ça va suffire à passer cette étape, plus exactement, à imposer les Patriots comme nouveau visage de l'AFC? L'avenir le dira. Ils ont pour eux de jouer à domicile, ils ont contre eux quand même une sacrée défense, et on sait qu'en play-off, les défenses, ça compte. Ça compte énormément.
Patriots ou Texans, je le rappelle, ce sera à suivre sur Twitch, sur YouTube, avec Seb, avec Yaya, avec moi-même, avec Vince, avec Nathieu, avec Steph, avec peut-être notre boss qui passera aussi. Enfin bref, plein de monde, plein de monde. Mon Yaya, pronostic, comme d'habitude. Patriots, Texans, qu'est-ce que je te donne? Houston. Donc, une finale de conférence pour toi. Broncos, Texans. Ouais. Très bien. Je veux voir Vince tout nu. Moi, je voudrais un Broncos Patriots juste pour faire un live avec Vince et Wake. Mais bon, c'est juste parce que ça me ferait triper. Oui, mon Seb? Le pronostic quand même difficile, comme je t'ai dit, c'est vraiment l'affiche qui m'intrigue le plus. Pardon. Avec petit avantage à la défense, Houston, mais alors vraiment, c'est ceux qui doivent l'emporter, ça va pas être de grand chose, ça va se jouer à moins de 3 points. Donc, et t'avais dit Buffalo, donc ça fait Houston-Buffalo du coup pour toi. C'est ça, oui, pour moi ça fait ça. Et donc c'est parfait, comme ça il y a les deux, il y a les 4 équipes qui sont représentées, au moins pour une fois TPO ne va pas se planter. Et oui, c'est la grande nouvelle. C'est que non, on a dit Houston. Tous les deux, on a dit non, vous avez dit Houston tous les deux, mince. Bon, bah, s'il est bon, non, bah, Houston bravo tous les Pats. deux, ouais. Bravo aux Pats. C'était bravo à vous. Vous voyez que tu peux être content. Tes Pats sont en finale de conf. Ouais, enfin lui, il va parier sur les Pats. Alors bon, on connaît, c'est pareil. Hein. Il est excellent en paris sportif. Oui, ça, sur les marqueurs de touchdown, mais c'est une lubie que tu as. Ah oui. Alors en NFL, je crois que ça va à peu près. C'est en ELF qu'il a des problèmes. Ouais. C'est ça. Bon, on passe au dernier match, les Bears contre les Rams, des Bears de Chicago qui on en est sûr, s'il y a une chose certaine avec les Bears, c'est qu'ils lâcheront rien jusqu'à la fin du match. Ça, c'est à peu près certain. Restez jusqu'au bout, parce qu'avec les Bears, on peut être mené de 17 points au début du 4e quart-temps et réussir à faire quelque chose. Donc, ne rebranchez pas votre télé trop tôt. Les Bears de Chicago qui vont donc recevoir les Rams. Est-ce que pour toi, Yaya, c'est le match le plus déséquilibré de ce tour? Oula, le plus déséquilibré. T'attendais pas celle-là. Au bout de 4 ans, je te surprends encore. C'est ça les vieux couples. Oui. Surtout la dernière fois que je l'ai vu arriver en porte-jartel, j'ai eu peur déjà. Et talon aiguille. Et encore, j'ai pas le talent dans les pieds qu'à Vince. Oui, c'est ça. Mais je crois pas qu'il soit si déséquilibré que ça, ce match. J'arrive pas à le voir déséquilibré. Gros duel de coach, la nouvelle génération au pouvoir. Sean McVay contre. Il y en a un qui met des pantacours et pas l'autre. Oui, mais là, il en mettra pas de pantacours. Hein. Il fait trop froid. C'est pas. Ils annoncent très très froid, ils annoncent de la neige. Et on sait que l'année dernière, les Rams avaient perdu le fil du match. Ils avaient failli gagner contre Philadelphie. Je sais pas où tu vois de la neige. Moi, j'ai partiellement couvert. Mais bon. Ils annonçaient de la neige dans la semaine, alors peut-être que ça va être un peu mieux. Petite info, c'est que Matthew Stafford a un problème à son index de la main lanceuse. Mais il dit qu'il peut jouer malgré tout. Donc ça peut peut-être avoir son importance pendant le match. Je pense que ça va jouer. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil que les autres matchs. C'est la valeur stable depuis quelques années, qui est Los Angeles, qui face à Chicago, qui doit montrer sortir les griffes et montrer que c'est devenu une vraie place forte et que c'était pas une victoire contre les Packers sortie du chapeau. Ben Johnson, qui a un talent offensif et qui arrive à faire en sorte que son équipe trouve les ressources dans les 4e quart-temps pour revenir. Ils en sont à 6 ou 7 comebacks. Ça peut avoir son effet. Caleb Williams, qui pour sa saison sophomore montre de belles choses. Il n'a toujours pas dépassé les 4 milliards pour un quarterback de Chicago. On sait que c'est une barre mythique pour eux, ça n'a toujours pas été atteint. Mais 27 touchdowns et 7 interceptions. Alors, le petit bémol, c'est la complétion qui est à 58%, mais on voit qu'il y a quand même un peu plus de sérénité dans
par rapport au cahier de jeu. Donc, est-ce que sur ce match, avec l'effet à domicile, l'effet du froid, ça peut être un avantage pour Chicago? Je ne sais pas. En face, on a une équipe qui est extrêmement solide, avec Matthew Stafford, qui est un quarterback réputé, qui peut assurer sa legacy, qui a qui a une autoroute pour aller chercher au moins un autre Super Bowl. Je ne le vois pas laisser passer. Et puis, il a 2 receveurs. Puka Nacua, qui a fait un excellent match au tour précédent, et Davante Adams, qui est toujours Davante Adams, qui lui aussi a envie d'aller chercher une bague. Donc, bon, ce match, je ne suis pas sûr qu'il soit si déséquilibré que ça. Alors, après vérification de 3 sites météo différents, effectivement, il y en a un qui annonce de la neige, d'autres qui annoncent que ce sera couvert. Bref, on va pas s'apesantir sur le sujet. En tout cas, une chose est constante, c'est qu'il fera très froid à Chicago, puisqu'ils annoncent pour la soirée aux alentours de -7, -10 degrés, pour la nuit aux alentours de -13, avec un ressenti jusqu'à -18 degrés, puisque il y aura du vent, quasiment 60 km/h de vent, ce qui pourrait gêner aussi le jeu de passe. On sait Et les kickers. et les kickers aussi, mais c'est vrai que 60 km/h et -18 degrés, c'est pas vraiment les conditions habituelles à Los Angeles, quoi. C'est pas tout à fait la Californie. Et donc ça peut quand même jouer. On a, Seb, une attaque des Rams qui est la meilleure en nombre de yards gagnés. On a une défense des Bears qui, elle, est en difficulté en nombre de yards concédés cette année. Est-ce que faut s'attendre à un festival offensif des Rams? Alors sur ce point de vue-là, je pense que précisément le facteur météo va être important, comme Ça tu peut l'as les dit. freiner, ouais. Voilà. Je veux dire, faut savoir une chose, c'est qu'un Californien, ça met une doudoune dès qu'il fait moins de 20 degrés dehors, hein. Et Mathieu, et plus C'est sérieusement, comme Vince, en fait. voilà. Et Matthew Stafford a, en fin de compte, dans sa carrière, très peu joué dans ce type de conditions, hein. Les 2 équipes qui l'ont accueilli dans sa carrière, elles jouent en dôme. Donc, malgré sa capacité à réaliser des drives pour la gagne en fin de match, j'ai peur qu'une partie de l'attaque de Los Angeles soit handicapée par ces conditions. Donc, ça voudrait dire se rabattre sur le jeu au sol. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que la défense de Chicago prend beaucoup de yards et aussi beaucoup de points. Leur point fort, on le sait, c'est les balles prises à l'adversaire, c'est les takeovers. Et s'ils n'arrivent pas à en créer, ça devient un peu plus compliqué pour cette défense. Alors même si le match de la semaine précédente m'a fait mentir sur ce point-là. Donc on peut se retrouver face à un véritable renversement de valeur pour cette attaque de Los Angeles qui joue énormément sur ses capacités aériennes. Après, avec Kyren Williams, les Rams sont quand même pas démunis non plus au sol. Mais une fois de plus, c'est conditions Je rajouterais Blake Corum aussi, parce que et Derek Corum, oui, tout à fait. Et du côté de Chicago, c'est les conditions d'abord qu'ils maîtrisent, hein, ces conditions météorologiques, et le jeu au sol est leur point fort. C'est le 3e de la ligue. Ils ont un duo DeAndre Swift, Kyle Monangai, qui marche très bien. 1087 yards pour Swift, 783 pour Monangai. Eux, ils vont clairement être, et sans mauvais jeu de mots, dans leur jardin pour jouer. Il va vraiment falloir, pour les Rams, voir comment ils vont s'adapter à ces conditions, voir effectivement si ce doigt de Matthew Stafford à la main droite est en bon état ou pas. Et puis, il y a un autre facteur, je suis désolé, hein, on va me dire que je rabâche, mais on en revient toujours là, c'est l'expérience. Les Rams, et en particulier Stafford, ils ont l'habitude de ce type de rendez-vous. Ils connaissent les playoffs, ils connaissent même beaucoup plus haut. Alors, certes, les Bears, sur leur banc de touche, ils ont un coach qui, lui aussi, sait ce que c'est que les playoffs, mais dans leur effectif, sur le terrain, c'est une autre histoire, hein. L'effectif est un petit peu court en expérience là-dessus. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu as dit, Seb. Matthew Stafford, en conditions extérieures,
dans le froid, il a 1 victoire pour 9 défaites. En playoff. Pas en playoff, je crois pas que ce soit que playoff. Ah bah si, en extérieur, dans sa carrière en extérieur, c'est 79 matchs, 36 victoires, 43 défaites. Alors, oui, mais extérieur, avec le froid, moi je peux parler. Avec le froid, on parle peut-être qu'il y a une conditions question météo. de température. Ah oui, Ouais. une question de température. Je crois que quand c'est à moins de 40 degrés Fahrenheit, donc aux alentours de 0, moins de 0, ouais. ouais, moins de 0, il est J'avais à pas la stat. une victoire, 9 défaites. Alors, tant qu'on est dans les stats et tout, sachez que le stade des Bears de Chicago, c'est le 3e stade où Matthew Stafford a le plus perdu dans sa carrière. Il a perdu déjà 10 matchs sur les 22 qu'il a joué là-bas. Les 2 où il a le plus perdu, c'est chez les Vikings et chez les Packers, mais ce qui s'explique par le fait que c'était les adversaires de division des Lions pendant la mauvaise période des Lions de Détroit. Pour rester sur Matthew Stafford, vous disiez que c'était un quarterback habitué au chaud. Vous savez où il est né, Matthew Stafford? Non. À Tampa, en Floride. Ouais, donc c'est dans son ADN. Où est-ce qu'il a fait son lycée? Alors, lycée, je sais pas, mais la fac, je l'ai. Le lycée, c'était à Highland Park, au Texas. La fac, c'était Géorgie. Georgia, ouais. C'était Georgia. Et ensuite, c'est Lions sous un dôme et Rams en Californie. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est pas le gars qui a été habitué au Wisconsin ou à l'Illinois ou voilà, ce genre de conditions. C'est quand même, ça peut être un facteur, hein, mine de rien, pour cette attaque des Rams. Tu vois, ça veut dire quand même, ils partent loin, hein, quand même, pour le lycée. Déjà, pour le lycée, ils partent loin, hein, les gamins. Bon, après, il est né à Tampa, mais si ça se trouve, il a grandi enfin au Texas. Hein, j'en sais rien. Je connais pas toute sa vie, hein, Matthew. Hein. C'est une personne très sympathique, mais ses parents ont peut-être déménagé. Je sais pas. On sait pas. Bref. Si vous avez des infos sur le jeune Matthew, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça nous fera toujours plaisir d'apprendre un peu plus de la vie de notre ami Stafford. Mon Yaya, même question, toujours. Bears, Rams, qu'est-ce que je te sers? Moi, les Rams. Les Rams, allons-y. Moi, je suis dans le wagon Rams. Donc un Rams 49ers en finale de conf. Ah ouais. Ah oui. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ouais, dans un stade acquis à la cause des 49ers. Les 49ers. Même au SoFi Stadium, ce sera pour les 49ers. Là-dessus, ça ne changera rien. Mon Seb, même chose? Ou tu as envie d'aller te déplacer à Chicago, toi, pour aller chercher ta place au Super Bowl? Je vais aller vers les Rams aussi pour une raison, Sean McVay. Et puis parce que c'est moins loin au niveau des déplacements. Oui, comme ça, tu vois, j'aurai moins de chemin à faire. Alors, le bon côté, c'est que... Ah bah non, parce que ça dépend de la FC aussi. J'allais dire, si c'est Chicago 49ers, ce sera peut-être le match du dimanche à 21h pour la finale de conf, tu vois. Et après avoir vécu le live avec... tu vois, après avoir appelé Waik à la fin du live Patriots Texans, on va pouvoir avoir la réaction en direct de Seb s'il y a qualification ou non pour le Super Bowl. Et ça, ce serait sympa, tu vois. Ça, ce serait cool. Ce serait pas mal. Moi, j'ai envie qu'on ait des représentants dans notre rédaction de gens qui peuvent aller au Super Bowl. Ça nous changerait tellement. Tu vois. Bon, l'an dernier, on avait Raph, d'accord. Et bon. Est-ce qu'il est vraiment dans la rédaction? Bien sûr qu'il est dans la rédac, notre Raph. On le salue, bien évidemment. Les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je rappelle juste le programme rapidement. 22h30 ce samedi, ce sera la rencontre entre les Broncos et les Bills. À 2h du matin, ce sera l'affrontement entre les Seahawks et les 49ers. 21h à suivre, notamment chez nous sur la chaîne Twitch, le Patriots contre les Texans de Houston. Et à minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi, les Bears de Chicago face aux Los Angeles Rams. Tous les matchs sont à suivre au niveau de la diffusion télé sur les antennes de beIN Voilà pour le programme complet. On se retrouve demain pour parler paris sportif, toujours sur ces 4 matchs avec notre ami Waik. Et puis on va essayer dans le week-end de vous concocter un petit podcast John Harbaugh chez les Giants pour que Yaya puisse s'exprimer, ça lui fera plaisir. Voilà pour le programme. Et puis de toute façon, on se retrouve dans tous les cas mardi pour le débriefing de ce week-end, de ce Divisional Round, et pour ensuite parler des finales de conférence. Mon cher Seb, merci beaucoup. Mon Yaya, merci à toi aussi. Et on se dit donc à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.